Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté relatif à la thématique de la fin de vie. Il s'agit d'un webinaire donc assez court d'une heure d'informations générales sur la fin de vie et ses enjeux. L'objectif, c'est surtout de prendre du temps pour répondre à vos questions. Et donc, c'est le docteur Sandra Frache, médecin à l'équipe ressources régionales soins palliatifs pédiatriques au CHU de Besançon et co-directrice de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Delphine Balizet, qui est psychologue clinicienne à l'unité de soins palliatifs et aussi à l'équipe ressources régionales soins palliatifs pédiatriques au CHU de Besançon et qui est membre du conseil d'orientation de l'espace éthique, qui répondront donc à vos questions dans la deuxième partie du webinaire. C'est Anaïs Sampers, donc, qui est chargée de mission à l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui aura la tâche de leur transmettre en fait vos questions. Donc, deux types de questions, hein, celles qui vont apparaître dans le Q&R, que vous pouvez poser là en direct, et puis celles que vous avez posées, vous avez été nombreux à le faire, on vous en remercie, au moment de votre inscription, et dont nous avons fait une sélection. Et donc, pour la première partie d'informations générales sur la fin de vie, c'est moi qui vais m'en charger. Donc, moi, je suis Aurélie Geigne, je suis la coordinatrice donc, de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, rapidement, je vous rappelle le contexte de mise en place de cette démarche d'information sur la fin de vie. Le 13 septembre dernier paraissait l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui s'intitule « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité ». Cet avis, il met en exergue plusieurs recommandations, dont la nécessité, avant l'engagement de toute nouvelle réforme législative dans le domaine de la fin de vie, d'un débat national sur cette question éminemment complexe qu'est la fin de vie. Le communiqué de l'Élysée, qui est paru le même jour, a acté les recommandations du CCNE et a annoncé la mise en place d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage a été confié au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, ainsi que la mise en œuvre de débats territoriaux par les espaces de réflexion éthique régionaux afin d'aboutir à de premiers résultats au printemps 2023. Et donc, c'est dans ce contexte que l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté, mais comme les autres espaces éthiques régionaux de France, a décidé de mettre en œuvre donc, différentes actions relatives à la fin de vie. Alors, l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté proposera dans les mois à venir différents formats d'événements ainsi que des supports ludiques et pédagogiques à propos de la fin de vie pour remplir sa mission d'information et de débat, qui est une des missions premières. On doit toucher tous les citoyens. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller consulter la page dédiée qu'on a créée sur la fin de vie sur le site de l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez y retrouver notamment des ressources documentaires pour vous forger votre opinion. On a mis en place et en ligne des jeux et des petites vidéos pour approfondir les connaissances de tout un chacun sur la fin de vie, tout en s'amusant avec des quiz, des énigmes. Je vous laisse découvrir. Il y a une partie agenda, vous allez retrouver, on va mettre en place donc, une série de webinaires. Donc aujourd'hui, c'est le premier, c'est celui qui va inaugurer effectivement la suite d'une série de webinaires. On va organiser aussi plus particulièrement au premier trimestre 2023 des débats citoyens dans les territoires en partenariat donc avec les instances éthiques locales qu'on a sollicitées puis les municipalités. On va aussi avoir des événements culturels. On va organiser un ciné éthique, un théâtre forum. On va aussi mettre en place des expositions dans les bibliothèques universitaires, mais pas que, aussi dans certains lieux publics. Donc voilà, tout un tas d'événements qui sont en cours d'organisation. Et puis sur cette page fin de vie, vous verrez, on vous le rappellera à la fin, on a mis en place un espace questions-réponses Q&R dans lequel chaque citoyen peut poser, d'ailleurs, parce qu'il est déjà en ligne, peut poser toutes les questions qui se posent à propos de la fin de vie. Alors, l'objectif de nos actions, c'est d'informer sur les dispositifs existants qui sont souvent peu connus, tout en évoquant les possibles évolutions de la loi. Mais c'est surtout tenter de répondre finalement à vos questions, aux questions des citoyens. Il est important de souligner que l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté, il ne prend en aucun cas position.
Il informe de façon neutre, il propose des éléments de réflexion, mais sans se positionner ni décréter d'ailleurs ce qu'il convient de faire. Ce n'est absolument pas notre rôle et ce qui nous est demandé. On a fait le choix aussi d'aller plus loin que l'organisation d'événements ou la création d'outils d'information. Et à ce titre, une étude qualitative qui visera à comprendre les arguments spécifiques de certains publics, par exemple les résidents d'EHPAD ou encore les lycéens, les publics plus jeunes, débutera en 2023 dans le cadre de la mission Observatoire de l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté. Donc, débutons à présent effectivement cette présentation d'informations générales sur l'accompagnement de la fin de vie, alors qui est loin d'être exhaustive, je le précise. Une version plus détaillée de ce diaporama sera d'ailleurs mise à disposition sur le site de l'espace éthique très prochainement. Je vous précise aussi, avant de débuter, que les données qui sont présentées, elles sont issues principalement des informations que j'ai pu récolter sur les sites du Centre national de fin de vie de soins palliatifs, du ministère de la Santé, de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et bien sûr des infos reprises dans l'avis 139 du CCNE. Alors, parlons de la fin de vie en France et commençons donc par le cadre législatif existant, et puis on s'arrêtera ensuite sur quelques définitions. Alors, par rapport à l'historique et au cadre législatif de la fin de vie en France. Donc, depuis plus de 20 ans, en France, 4 lois ont été adoptées et sont venues renforcer les droits des patients. On a la loi du 9 juin 1999 qui vise à garantir le droit d'accès pour tous au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs en fin de vie. Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif de ces soins palliatifs, c'est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Les soins palliatifs sont interdisciplinaires. Ils s'adressent aussi bien aux malades, à la famille, à ses proches, tant à domicile qu'en institution. Ensuite, il y a eu donc la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, première loi relative aux droits des malades, qui a introduit un principe fondateur, qui est la démocratie sanitaire. Alors aujourd'hui, on parle de démocratie en santé. Cette loi, elle précisait clairement le droit au refus de traitement et elle instituait le droit à l'information et au consentement, ainsi que le droit à désigner une personne de confiance. Alors, juste par rapport à l'information et au consentement du patient, je m'arrête une seconde. Le patient, il doit donner son consentement libre et éclairé après avoir reçu préalablement du médecin une information claire, complète, compréhensible et appropriée à sa situation. La loi de 2005, ensuite, donc dite loi Leonetti, et première loi spécifique à la fin de vie, elle a introduit, elle, le droit du malade à ne pas subir de l'obstination déraisonnable, qu'on appelait auparavant acharnement thérapeutique. Et donc, avec cette loi, tout patient est en droit de considérer qu'un traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable et peut le refuser, même si ce refus peut avoir des conséquences vitales. Mais surtout, la loi, elle impose aux équipes le devoir de ne pas faire subir d'obstination déraisonnable aux patients. La loi de 2005, elle a rendu possible la rédaction de directives anticipées qui permettent aux patients d'exprimer ses volontés en matière de décision relative à sa fin de vie pour le cas où il ne pourrait plus le faire lui-même. Et en 2005, ces directives anticipées, elles ne sont valables que 3 ans. Et elles ont seulement une valeur d'information pour le médecin, elles ne s'imposent pas à lui. Et la dernière en date, donc la loi du 2 février 2016, donc loi Claes-Leonetti, qui a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Alors, dans cette loi, les directives anticipées, elles sont revalorisées, elles n'ont plus de conditions de durée, elles deviennent contraignantes pour le médecin, sauf cas exceptionnel. Le rôle de la personne de confiance est lui aussi renforcé et la loi ouvre également la possibilité pour le patient de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et justement, là, j'ai utilisé pas mal de termes, j'en ai défini certains, mais je pense que c'est important là qu'on s'arrête et qu'on fasse une partie des définitions sur certains termes utilisés. Donc, en ce qui concerne les directives anticipées, donc elles permettent à toute personne majeure
d'exprimer ses volontés, notamment sur la fin de vie, pour les faire valoir dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Depuis la loi de 2016, donc c'est ce que je vous disais, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Leur contenu prime alors sur les différents avis et témoignages de la personne de confiance ou des proches. Le médecin ne peut refuser de les appliquer que dans 2 situations. En cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer la situation, et lorsque les directives anticipées lui apparaissent inappropriées ou non conformes en fait à la situation médicale. Et dans ce dernier cas, le médecin ne peut refuser de les appliquer qu'après avoir effectivement consulté l'ensemble de l'équipe soignante et un confrère indépendant, et après avoir recueilli le témoignage de la personne de confiance, si elle a été désignée, ou à défaut, celui de la famille ou des proches. Et il doit préciser dans le dossier médical pourquoi il décide de passer outre. Alors, j'en dirai pas plus sur les directives anticipées parce qu'on a un webinaire justement consacré à ces directives anticipées qu'on a intitulé « Je peux dire aujourd'hui ce que je veux pour demain » qui est prévu le 6 décembre prochain de 18h à 19h. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire. Donc voilà pour les directives anticipées. En ce qui concerne la personne de confiance, donc la personne de confiance, c'est différent de la personne à contacter en cas d'urgence. La personne de confiance, elle est désignée par le patient pour l'accompagner dans son parcours donc, médical et le représenter pour ses décisions médicales s'il n'est plus en mesure de s'exprimer. Alors, la personne de confiance, elle ne donne pas son avis à elle, mais bien celui du patient, si elle le connaît, son avis, ou à défaut, la connaissance qu'elle a du patient en termes de caractère, de personnalité, de choix de vie, pour que le médecin prenne une décision. Alors, la désignation de la personne de confiance, elle est faite par écrit en indiquant son nom, ses coordonnées, sa signature, et elle est révisable, cette désignation est révocable à tout moment. Là, pareil, je ne m'attarderai pas dessus, on a un moment de questions après, et puis ce sera aussi abordé dans le webinaire du 6 décembre. Poursuivons avec l'obstination déraisonnable, qui est donc le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes ou des traitements alors qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Alors, la loi de 2016, elle précise que l'hydratation et la nutrition artificielle sont des traitements susceptibles d'être limités ou interrompus au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale et dans le respect des directives anticipées ou en leur absence après en avoir discuté avec la personne de confiance ou à défaut avec la famille et les proches. En ce qui concerne les décisions de limitation et d'arrêt de traitement en fin de vie, là aussi, on a prévu un webinaire spécifique à ce sujet le 16 janvier donc 2023, de 18h à 19h. Passons à présent donc à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est un nouveau droit, comme je vous le disais tout à l'heure, sous condition qui a été introduit par la loi du 2 février 2016. Elle consiste à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable pour soulager ou prévenir une souffrance réfractaire. Donc là, on va s'arrêter sur ce terme de souffrance réfractaire, et donc est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient. Et donc là, cette définition, je l'ai reprise dans l'avis 139 du CCNE. Donc voilà pour la partie évolution législative à propos de la fin de vie en France depuis les 20 dernières années, avec voilà, quelques définitions et précisions sur les différentes lois. Je vous propose à présent de passer à la partie qui abordera donc les possibles évolutions de la loi française. Et pour ce faire, donc je vais baser là pour le coup mon propos vraiment sur l'avis 139 du CCNE. Donc avis qui repose donc sur la conciliation de 2 principes fondamentaux: le devoir de solidarité envers les personnes les plus vulnérables et le respect de l'autonomie de la personne. Cet avis il formule donc un certain nombre de recommandations sur les questions éthiques relatives aux situations de fin de vie. Et ces recommandations, elles sont présentées en 2 volets.
Alors, le premier volet, il concerne le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs, et donc qui est explicité en 14 points. Et le deuxième, il concerne les exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir, explicité en 6 points. Je vous ferai ce qu'il faut retenir, l'essentiel. On ne va pas expliciter tous les points aujourd'hui. Et donc, avant de poursuivre sur ces deux volets, définissons déjà ce terme d'aide active à mourir et distinguons le suicide assisté donc de l'euthanasie. On parle de suicide assisté lorsqu'un médecin fournit les substances létales à une personne qui se les administre alors elle-même. Et on va parler d'euthanasie comme un acte destiné, par contre, à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable à sa demande. Donc, je vais profiter de ce point de définition de l'aide active à mourir pour aller un peu plus loin et vous présenter rapidement ce qu'il en est en matière d'aide active à mourir à l'étranger. Et donc, les pratiques autorisées, vous voyez dans le tableau qui apparaît à l'écran, on peut voir que la Belgique donc, légalise l'euthanasie, la Suisse, les États-Unis, enfin 10 États des États-Unis, l'Autriche autorise uniquement l'assistance au suicide, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, le Canada, l'Australie, 5 États d'Australie, la Nouvelle-Zélande autorise l'euthanasie et le suicide assisté, tout cela bien sûr sous certaines conditions. Et puis, certains pays ont connu des décisions de justice importantes ou sont en voie de légaliser certaines formes d'aide active à mourir, telles que la Colombie, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Mais pour plus de détails, là aussi, je vous renverrai vers l'avis 139 ou encore sur notre page dédiée à la fin de vie sur notre site internet où on a fait une présentation effectivement des législations étrangères suivie d'un petit quiz. Donc, revenons-en en France et aux recommandations donc, faites par le CCNE pour ensuite en discuter. Alors, ce qu'il faut retenir du volet 1 à propos du renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs, donc ces 3 points. Développer les formations en soins palliatifs pour les professionnels de santé, mettre en place une équipe de soins palliatifs dans chaque département, et puis appliquer plus largement la loi Claes-Leonetti avec la rédaction de directives anticipées, le choix de la personne de confiance, cet accès au droit à la sédation profonde et continue. Dans le second volet, le CCNE, il considère qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir à certaines conditions strictes. Et ce qu'il faut retenir de ce volet 2 à propos des exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir, donc là aussi, j'ai retenu 3 points. L'aide active à mourir, elle devrait être ouverte donc uniquement aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, donc avec souffrance réfractaire, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Il y a une proposition donc, par certains membres du CCNE d'accès à l'euthanasie pour les personnes qui ne sont physiquement plus aptes à effectuer ce geste en vue de respecter une équité de traitement des personnes. Alors, je dis par certains membres du CCNE, je pense que c'est important de souligner que cet avis, donc il a fait débat entre les membres du CCNE, et donc certains ont souhaité la publication associée à cet avis d'une réserve qui se trouve aux pages 38 et 39 de l'avis. Et le dernier point de ces exigences éthiques, c'est le droit à la clause de conscience pour le médecin devant pratiquer une aide active à mourir. Donc voilà, je pense qu'il est maintenant temps de passer aux questions. Voilà, j'espère que cette présentation, alors très générale, des évolutions législatives advenues sur l'accompagnement des personnes en fin de vie depuis 2 décennies maintenant, les définitions et le petit zoom à l'étranger vous ont donné... vous ont en tout cas informé ou informé à nouveau, éclairé et surtout vous ont donné matière à réfléchir et à poser effectivement vos questions. Donc, dans ce second temps du webinaire, donc Sandra et Delphine, je vous donne la parole à présent pour répondre aux questions que va vous poser Anaïs. Merci.
Merci Aurélie. Donc effectivement, hein, lors de votre inscription au webinaire, vous avez été nombreux à nous faire part hein, de vos questions, de toutes les questions que vous posiez sur le sujet. Donc la présentation qui vient d'être faite va quand même répondre à certaines des questions hein, que vous avez pu nous poser. Et pour les autres, on a bien sûr hein, opéré une sélection des questions, hein, puisqu'il y en a certaines qui sont relatives aux directives anticipées, hein, pour lesquelles, comme l'a dit Aurélie, hein, nous aurons un webinaire sur le sujet le 6 décembre prochain. Et puis, on avait d'autres qui étaient également relatives aux limitations et aux arrêts de traitement en fin de vie, pour lesquels on aura également un temps spécifique pour aborder ces questions le 16 janvier 2023. Donc, je vous invite bien sûr à consulter notre site internet et la page dédiée à la fin de vie hein, pour avoir plus d'informations sur ces événements. Première peut-être question qui ont été posées, c'était sur donc la définition finalement de la fin de vie. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en fin de vie? À quel moment finalement on peut parler de fin de vie? Je vais peut-être répondre, Delphine. Alors, la question de la fin de vie, elle est d'abord, enfin, il faut d'abord souligner que c'est une définition qui n'est pas médicale, c'est-à-dire que dans le langage professionnel, la fin de vie n'est pas définie en tant que telle, au contraire, des soins palliatifs, de la phase terminale, de la démarche palliative, etc. C'est une expression qui est reprise par les textes juridiques, vous le savez, et c'est pour éviter toute équivoque. On est aujourd'hui ici, on ne parle que du contexte de la fin de vie, et lorsqu'on parle de sédation profonde, c'est dans le contexte de la fin de vie. Alors, pour se sortir de l'absence de définition, l'Observatoire national de la fin de vie, qui était le précurseur, l'organisme précurseur du Centre national actuel, a retenu, en fait, pour faire ses enquêtes et définir, circonscrire le schéma de la fin de vie, enfin le champ, le contexte de la fin de vie, il a retenu, en fait, une définition qualitative et subjective. Et donc, il fallait deux critères. Il fallait l'existence d'une maladie grave en phase avancée ou terminale, et il fallait répondre non à la question: seriez-vous surpris si ce patient décédait au cours des 6 prochains mois? Alors, il y a eu un délai entre, enfin, il y a eu des interprétations différentes entre 6 mois et 12 mois. Et en gros, si les personnes interrogées répondaient qu'ils n'étaient pas surpris si ce patient décédait entre 6 et 12 mois, on va dire, euh, le patient était considéré comme en fin de vie. Donc, je répète, ce n'est pas une décision professionnelle, c'est une décision, on va dire, du langage profane, qui est reprise en tant que telle par les textes juridiques, et que l'Observatoire, il y a quelques années, il y a au moins 10 ans, a cherché à définir qualitativement et subjectivement par le biais de cette réponse. Voilà. Après, peut-être que il y a une définition du court terme et du moyen terme, même si on empiète sur, il y a une question comme ça dans le question-réponse, même si on empiète un peu sur la question de l'aide à mourir, mais en fait, le court terme, comme c'est une définition aussi, je propose de la traiter ici. Le court terme, en fait, il a été, pareil, vulgarisé, entre guillemets, dans les textes de loi. Mais après, ça a été aux gens et aux acteurs de terrain de se débrouiller avec cette question du court terme. Alors, très vite, en ce qui concerne la sédation profonde et continue, après la loi de Claes-Leonetti de 2016, très vite, la question du court terme, elle a été définie par la Haute Autorité de Santé sur un pronostic vital engagé à court terme. Donc là,
dans l'avis du 139, le moyen terme n'est pas défini en tant que tel, mais on présume que s'il y a une évolution législative, la haute autorité de santé va se saisir aussi de cette temporalité-là pour essayer de préciser ce qu'on appelle moyen terme dans cette nouvelle adaptation législative, si elle a lieu. Voilà pour répondre à la question des définitions. Merci, merci beaucoup Sandra. Alors, une autre question sur le fait d'aborder la fin de vie. Comment est-ce qu'on aborde la fin de vie avec les équipes soignantes et notamment avec des résidents très âgés ou encore avec des personnes en situation de handicap et notamment de déficience intellectuelle? Oui, alors je peux peut-être commencer à répondre. Alors, c'est souvent un sujet sur lequel on cherche à avoir des réponses pratiques ou pragmatiques. C'est un sujet délicat et c'est toujours, en tout cas, difficile à empoigner à quelque endroit où on se trouve, hein, qu'on soit patient, proche ou professionnel. C'est toujours bien de rappeler que c'est facile pour personne. Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou mauvais moments en soi. Je crois que c'est surtout et toujours une question de recontextualisation. Alors, quand on est malade, souvent, c'est des sujets qui arrivent au fur et à mesure de notre vécu de la maladie, des étapes de la maladie, si on est au moment des diagnostics, si on est au moment d'hospitalisation, si on est au moment d'organisation de nos soins. Ensuite, voilà, c'est toujours des questions qui peuvent arriver aussi au sein de la famille, avec les proches, hein, quand on est amené à parler d'une maladie ou d'une situation grave. Alors, j'ai envie de dire du coup qu'il n'y a pas vraiment de bons moments, mais il y a parfois une situation ou une question ou une conversation qui peut permettre de se lancer dans le sujet. Et puis, quand on est professionnel, c'est un petit peu de la même manière, en fait, hein. On repart un petit peu de là où on est et puis de ce qu'on est en train de vivre avec le patient en question. Où est-ce qu'il en est lui? Pourquoi, en fait, on le rencontre? Qu'est-ce qui fait qu'on est là face à lui? Et puis, parfois, il suffit de le suivre, hein, dans ce qu'il est possible ou pas pour lui d'aborder. Et puis après, il y a tous les moments quand on est professionnel où il s'agit d'en discuter entre professionnels parce que justement, on se pose des questions sur le cheminement d'un patient, autour de cette question-là de la fin de vie, sur le fait qu'il soit un petit peu en avance ou alors on a l'impression qu'il n'a pas très bien compris. Toutes ces questions-là, elles sont aussi l'occasion de redéfinir un petit peu quel est notre travail en tant que professionnel. Est-ce que finalement, c'est le moment d'aborder cette question-là avec lui? Est-ce que c'est une question qu'on se pose pour lui? Est-ce que c'est une question qui aurait besoin plutôt d'être clarifiée pour nous dans la façon dont on réfléchit le projet et puis ce qu'on met en place en termes de soins et d'actes? Donc, c'est souvent aussi une question autour de laquelle on peut se laisser porter. Et puis après, quand on est médecin, il y a tous les moments où on a besoin de passer de l'information aux patients. Et là, généralement, la manière la plus simple est la meilleure, c'est-à-dire pour s'adresser aux patients, pour s'adresser à ses proches. Parfois, les petites astuces, c'est de repartir de là où ils en sont, de ce qu'ils imaginent et puis de ce qu'ils en pensent finalement. De tout ça. Ça nous permet de construire, de dessiner avec eux une discussion qui accompagne et qui évite certains traumatismes. Parce que éviter les bouleversements, ça, c'est plus difficile sur des sujets comme celui-là. Après, sur le plan strictement médical, on peut avoir besoin d'aborder la question de la fin de vie ou du décès proche dans des circonstances, des situations médicales, je dirais particulières, mais c'est-à-dire où il y a une réelle inquiétude sur l'engagement du pronostic vital. Pour compléter tout ce que dit Delphine. Et donc, on peut avoir besoin d'aborder ça avec le patient et ou les proches
selon les situations, et entre nous également. Et puis, il peut y avoir, quand on est professionnel et qu'on se trouve en charge en fait, d'un patient en fin de vie, en phase terminale ou autour de ses proches, on peut avoir en tant que professionnel se dire qu'il est absolument nécessaire de pouvoir parler de cette fin de vie avec le patient, de pouvoir savoir où il en est, dans des représentations comme ça, d'apaisement. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça peut être une pression qui existe uniquement pour les professionnels. Généralement, les patients, les familles qui ont besoin d'aborder ce sujet-là, ils ne passent pas par 4 chemins. Et quand vraiment c'est un besoin qui pousse et qui se transforme en inconfort psychique, moral au quotidien, ils nous engagent et ils nous appellent très facilement dans les échanges. La réciproque, elle n'est pas toujours vraie. Parfois, le fait de ne pas en parler quand on est dans une situation de soins, ça peut être aussi un besoin du côté du patient ou du côté du proche. C'est des temporalités qui sont importantes à respecter. Quand on se pose une question à ce niveau-là, c'est toujours bien de se la poser en équipe avant pour savoir effectivement est-ce que c'est bien nécessaire là, est-ce que c'est bien le bon moment, et s'il y a un moment, comment on va le repérer finalement, comment on va identifier que là, il y a peut-être besoin de poser quelque chose. Merci pour votre éclairage. Alors, autre thématique qui a vraiment émergé des questions, c'est donc l'accompagnement finalement de cette fin de vie. Notamment, comment bien accompagner les angoisses survenant en fin de vie, à la fois donc de la personne, de ses proches, et surtout quel accompagnement proposer aux familles? Oui, alors c'est une vaste question. Alors, je vais commencer la réponse comme la précédente. Il n'y a pas de recette, en fait. C'est bien, parce que du coup, on peut être créatif. Il y a surtout d'abord un élément principal, c'est de bien comprendre la situation qui est en face de nous et puis d'essayer d'avoir des éléments sur qui on a en face de nous. Qui est ce patient, d'où il vient, c'est-à-dire quelle est son histoire de la maladie et plus largement quelle est son histoire de vie. Ça nous donne quand même quelques infos sur ce qui pourrait nourrir des angoisses chez lui ou pas d'ailleurs. C'est un peu différent d'aborder un patient qui est malade depuis de nombreuses années et avec lequel il s'agit en fait d'aborder la question de son décès. Idem pour la famille que d'aborder un patient à qui on vient de donner un diagnostic pour lequel tout allait bien avant et qui a sa vie qui est menacée à moyen ou court terme. C'est un petit peu différent. Ensuite, les angoisses, elles peuvent s'exprimer de plein de façons différentes et puis il faut d'abord savoir les identifier avant de pouvoir les accompagner. Donc ça, il y a un préalable évident, c'est de pouvoir avoir un regard généralement pluridisciplinaire quand c'est possible. Hein. C'est toujours pareil, auprès d'une équipe, qu'elle soit une équipe transversale ou des équipes de prise en charge dans des structures sanitaires ou des lieux de vie, pour quand même être sûr, en croisant les regards, que là, il s'agit d'une angoisse sur laquelle il va falloir agir parce qu'elle commence à déséquilibrer le patient et à produire de l'inconfort, produire de la souffrance, une souffrance qu'il a du mal finalement à gérer lui-même ou alors avec sa famille. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est d'aller à sa rencontre finalement pour lui demander assez simplement, parce que l'angoisse en elle-même, c'est toujours difficile de l'attraper comme ça, mais elle est toujours nourrie par quelque chose qui fait peur, quelque chose qu'on craint, et quelque chose qui nous inquiète pour nous-mêmes ou pour l'autre, pour nos proches, pour nos enfants, pour notre conjoint. Et en fait, repartir de ces questions qui peuvent paraître bêtes et simples, mais qui sont finalement celles qui nous permettent, qui sont en tout cas le moins sidérantes pour les patients et leurs proches, et puis qui leur parlent d'eux, c'est ce qu'il y a finalement de plus contenant et de plus sécurisant pour celui qui y est soumis finalement.
Qu'est-ce qui se passe en fait? Assez simplement, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète tout particulièrement là en ce moment, dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète pour l'avenir? Voilà. Pour vous, pour vos proches? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Des questions aussi un peu plus ouvertes. C'est des choses comme ça qui nous permettent de tisser avec l'autre un canevas de là où il en est, de ce qu'il peut vivre. C'est des petits tips, on va dire, pour discuter de ces sujets-là. Après, je rajouterais peut-être, par souci de ne pas oublier l'enfant dans la discussion, et puis ça nous permettra d'élargir sur la question des proches, c'est que il y a deux choses. L'accompagnement des angoisses en période de fin de vie chez l'enfant, elle passe par un accompagnement accru des parents. Et c'est souvent eux qui sont les plus à même de sécuriser l'enfant, puisque c'est eux qui vont passer quasiment 24 heures sur 24 avec l'enfant. Et donc, il y a vraiment une fonction très importante dans comment on va permettre à ses parents de sécuriser leur enfant au maximum. Ça c'est quelque chose d'assez général. La deuxième chose que je voudrais aussi souligner, c'est que on voyait aussi dans les questions-réponses et les autres questions qu'on avait eues lors de l'inscription, il y a un vrai risque à considérer que l'angoisse est forcément un accompagnement psychologique. Je pense qu'il y a vraiment un accompagnement interdisciplinaire et pluridisciplinaire à opérer dans les situations où l'angoisse, notamment quand l'angoisse est très importante et très résistante. Mais il y a vraiment, je pense, un accompagnement de toute l'équipe qui se joue à ce moment-là. Et dans ma tête, il n'y a pas que l'équipe professionnelle, il y a tout ce qui est de l'ordre, toutes les personnes qui œuvrent dans le champ de l'associatif, bénévoles d'accompagnement, des proches qui peuvent œuvrer à différents niveaux dans cet objectif d'aider le patient pour la prise en compte réelle de ses inquiétudes, angoisses, angoisse de mort, etc. Et puis, il y a aussi, finalement, pour sécuriser quelqu'un ou une famille ou alors même une équipe, il y a quelque chose qui est essentiel qu'on peut réaliser dans la sphère très pragmatique, c'est pouvoir donner de l'information. C'est-à-dire, on peut aussi discuter de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer, des choses qui sont possibles, s'il y a des angoisses qui sont reliées à un vécu ou à des douleurs ou des choses comme ça, ou alors qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui se passe après, que ce soit d'ailleurs en pédiatrie ou chez l'adulte, hein. Finalement, comment ça se déroule, sur comment les choses s'organisent, ça c'est des choses qui peuvent aussi être très sécurisantes. Et puis, il y a aussi ce qu'on oublie parfois, qui peut paradoxalement être très sécurisant, mais c'est dans la discussion avec l'autre qui se pose des tas de questions sur lui, sur tout, sur les proches. C'est aussi savoir dire quand on ne sait pas. C'est aussi savoir dire toute une partie de l'histoire qui va se faire au moment où elle arrive, mais qu'on ne peut pas toujours forcément anticiper. Et paradoxalement, on a toujours un petit peu peur d'aller sur ces terrains-là. Je rebondis sur ce que disait Sandra, où c'est parfois beaucoup plus simple de discuter de ces angles-là avec les enfants qui acceptent finalement pas mal les incertitudes. Et ça marche aussi avec leurs parents, ça marche aussi chez les adultes, avec les conjoints, avec les familles, avec les enfants aussi qui sont endeuillés. Voilà, il y a aussi parfois toute une partie auquel on a accès, dire je ne sais pas, peut-être. C'est aussi des formules qui peuvent être rassurantes, qu'on peut utiliser.
Merci beaucoup. En ce qui concerne les dispositifs d'accompagnement de fin de vie à domicile, on a eu beaucoup de questions sur le domicile. Quels sont-ils? Quels sont les moyens mis à disposition des professionnels libéraux? Je te réponds. Alors peut-être ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a à la fois une politique de soins palliatifs qui est insuffisante en l'état, et c'est ce qu'a pointé le Comité consultatif national d'éthique, mais qui a des déclinaisons en termes d'organisation, avec, je pense, aux équipes mobiles de soins palliatifs, qui sont des appuis pour les libéraux dans la prise en charge à domicile. Donc on a une organisation sur le plan de la discipline palliative qui permet, sur le papier, en tout cas pour le moment, d'aider les libéraux à des prises en charge complexes à domicile. Ça, c'est le premier point. On a un système de développement qui est donc le maillage territorial ressemble à celui des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones blanches ici et là par insuffisance de moyens et de personnel, qui sont les organismes d'hospitalisation à domicile, qui permettent aussi l'aide au maintien à domicile des personnes en situation de fin de vie ou en situation palliative. Et puis, vous avez bien sûr le réseau associatif qui œuvre au maintien à domicile en favorisant l'accompagnement des personnes là. Et puis, vous avez tout un tas de dispositifs d'appui, des plateformes de coordination, des réseaux vie d'hôpital qui peuvent exister, par exemple, dans certaines régions, un peu plus en gériatrie, ou dans certaines disciplines un peu mieux développées. Et tout ça, ça contribue au maintien d'une prise en charge efficiente à domicile. Alors, il y a beaucoup de particularités territoriales. Il y a des ressources différentes sur les territoires. Et surtout, ce qu'on a aussi comme phénomène, c'est la multiplication des déserts médicaux qui, quand je dis médicaux, ce n'est pas réservé aux médecins, c'est vraiment sur le plan désert lié à la médecine, ce que j'appelle zone blanche un peu plus tôt, qui va sans doute, les prévisions disent qu'on n'est qu'au début, donc ça va sans doute compliquer tout un tas de prises en charge, y compris sur le domicile et y compris si la logique voudrait que maintenir à domicile un patient qui le souhaite, ça pourrait avoir comme objectif de désengorger des services hospitaliers notamment, ou d'autres services qui auraient besoin de place. Donc il y a toutes ces réserves-là quand même par rapport à une organisation théorique qui doit se décliner. Et ça, c'est aussi tout un pan de la vie 139 qui est pointé et montré dans l'avis quand il parle de renforcer les équipes de soins palliatifs et de former un peu mieux et un peu plus des professionnels qui ont affaire à des patients en situation palliative. Et puis, vous l'avez aussi dans l'avis suivant qui a été rapporté, rédigé par Régis Aubry,
sur l'hôpital en danger, et je ne me souviens plus comment il s'intitule, mais celui qui est sorti là au début du mois de novembre sur la tension dans le service, notamment hospitalier et notamment plus largement dans le secteur public de l'offre de soins. Donc voilà, c'est un peu compliqué de répondre à cette question par territoire, parce que même en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des disparités importantes entre territoires. Je reviens juste sur une petite question qui a été posée dans le Q&R, peut-être plus pour toi Delphine, sur comment sont accompagnées ou préparées les personnes de confiance, les proches, pour accompagner justement le patient en fin de vie, comment faire, comment agir? Oui, alors en fait, il s'agit de leur rappeler, en fait, il s'agit de travailler avec la pression que ça induit, hein. C'est toujours, on a toujours l'impression quand on est désigné ou quand on discute avec notre proche de la possibilité de devenir sa personne de confiance, qu'on va devoir décider pour lui dans les moments où il ne sera plus en capacité de dire pour lui-même. En fait, il s'agit toujours de se rappeler que ce n'est pas ça la question. C'est en fait la possibilité, voir ça comme la possibilité de pouvoir parler de son proche comme on le connaissait et de ce qu'il était, de ce qui n'était pas aussi. Parfois, c'est un angle d'approche qui peut être très intéressant. Donc, aborder cette question comme essayer en fait de se détacher de la pression. La personne de confiance, c'est la personne qui, a priori, est celle qui a été désignée pour savoir parler du malade, de ce qu'il a vécu avant la maladie, de ce qu'il était, de ce qu'il n'était pas, et de comment il a vécu sa maladie et comment il pouvait se projeter dans l'avenir de cette maladie. Voilà. C'est finalement une dimension qui est très testimoniale et qui est détachée d'une forme de pression à décider. Alors bien sûr, ça demande d'être vigilant quand on est personne de confiance aux petites différences, aux petites nuances qu'il y a entre, parce que parfois il y a des différences entre ce que l'autre veut pour lui et ce que j'espérerais, moi, en tant que proche et en tant que personne de confiance pour lui. Donc ça demande quand même de faire ce travail-là et d'avoir cette vigilance-là. Mais les repères, c'est ça. C'est de pouvoir avoir la possibilité de parler de l'autre dans ce qu'il était, ce que je connaissais de lui et ce qu'il disait de lui. Donc, accompagner, finalement, c'est ça, c'est se pouvoir se redire ça, se souvenir de ces éléments-là, de ces repères-là. Merci. Dans cet accompagnement, pardon. Je dis peut-être pour prolonger ce que vient de dire Delphine, pour répondre à une question suivante sur la protection mutuelle et réciproque entre le patient et les proches. Alors, c'est sûr que là, je vais utiliser mon expérience de pédiatre. C'est clair que la protection mutuelle entre l'enfant et les parents, elle est, je dirais, ultra fréquente et habituelle. Et en fait, un des moyens qu'on a quand même pour travailler avec cet état de fait, c'est de se concentrer sur les besoins de l'enfant, ce qu'il a besoin, pour être dans le juste milieu entre justement, comme le disait la personne, éviter qu'il y ait des désirs de la part des parents que ça aille trop vite ou que ça doit aller vite pour mieux protéger l'enfant ou faire que les souffrances de l'enfant s'arrêtent. Un équilibre entre ça et entre le lien qui perdure très très longtemps et des espèces d'élans vitaux jusqu'au moment du décès qui sont également parfois délétères pour l'enfant qui perd beaucoup d'énergie et et qui laisse beaucoup de souffrance à ces moments-là, et ses parents.
Donc, ce sont des situations qui existent. Néanmoins, en ayant un baromètre assez fiable et un cap toujours centré sur l'enfant, et donc si on fait l'analogie avec l'adulte sur le patient, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans l'accompagnement effectif de ces patients, de ces enfants et de leurs familles respectives. D'ailleurs, le fait de parler, de pouvoir discuter des protections mutuelles que s'adressent les familles, que ce soit en pédiatrie ou non, les uns avec les autres, c'est-à-dire par exemple parler de l'enfant, de la manière dont il protège ses parents, parler aux parents de la manière dont ils protègent leurs enfants, sans forcément chercher à ce qu'ils s'en parlent ensemble. C'est aussi une façon de les accompagner et peut-être voilà, de soutenir et de contenir un petit peu les peurs, les inquiétudes, les angoisses, parfois de les accompagner dans un cheminement, dans finalement mes modalités de protection ou alors celles que je pense bonnes pour l'autre, est-ce qu'elles sont négociables ou pas? Est-ce que je peux y penser? Est-ce que je peux bouger un petit peu mes repères par rapport à ça, mes possibles, mes impossibles? Le fait de parler de l'autre avec l'autre, pour le dire comme ça peut aussi desserrer les mécanismes de protection qui deviennent parfois délétères aux uns ou dans le vécu de la relation. On n'est pas obligé finalement de se parler en famille de ce qui nous fait peur. On peut aussi passer par une autre voie. C'est aussi parfois à ça que servent les professionnels. C'est d'ailleurs en pédiatrie une modalité qui fonctionne très bien. Quand on a échangé un petit peu avec l'enfant de ce qui peut lui faire peur, parce qu'effectivement, souvent quand même, l'objectif principal des enfants, c'est de protéger les leurs, parce qu'ils ont comme ça une perception de ce qui va tranquilliser les adultes, ça va aussi avoir un effet sécurisant pour moi. Arriver à discuter avec les parents de ce qui ne se dit pas ou de ce qui ne peut pas se dire entre l'enfant et eux, ça permet quand même de les sécuriser et puis parfois aussi de se réajuster dans les postures parentales, même presque éducatives, qui se jouent même dans les moments de fin de vie ou dans les phases toutes terminales, en hospitalisation ou à domicile, ça aide beaucoup. Préciser quand même que tout ce qu'on dit sur la pédiatrie, on l'utilise à titre d'exemple, parce que parfois c'est encore plus marqué. La question de la protection mutuelle, elle est systématique quasiment en pédiatrie. Donc en fait, vous pouvez en tirer des prolongements pour votre expérience chez l'adulte. Oui. Spécifiquement pédiatrique en fait. Oui, il y a vraiment, en fait, ça fonctionne des deux côtés. Alors, avec des décors, des temporalités peut-être un peu différentes, mais ça fonctionne des deux côtés. Et parfois, les dynamiques de protection, elles peuvent, quand elles cheminent, même être un outil pour parler de cette fin de vie. On disait tout à l'heure comment on fait finalement pour parler des angoisses, des peurs. Le fait de pouvoir en discuter les uns sans les autres, ça permet parfois, au fur et à mesure du temps ou au cours d'une prise en charge, de se rendre compte que finalement, la protection qu'on a mise en place à pas parler de certains sujets ou à pas poser certaines questions qui nous paraissent dérangeantes ou à travers lesquelles on a peur de faire de la peine ou de faire du mal à l'autre, ça devient finalement des mécanismes qui sont pensés comme de la protection, mais qui deviennent des mécanismes bloquants dans la relation. Et ça, pouvoir les aborder comme ça, en amont de la confrontation directe entre le malade et son proche, ça permet d'avancer et puis parfois de débloquer certains nœuds, de se parler de certains sujets et d'apaiser finalement ces craintes-là. Quand on est en situation soi-même de fin de vie ou quand on est proche et on accompagne celui qu'on aime dans cette période-là. Merci. Donc, dans cet accompagnement, on a eu aussi une autre question.
En fait, à quel moment est-ce qu'on doit faire appel au service de soins palliatifs? Alors, la Oui, question du moment. ouais, Au la moment question. pour appeler une équipe spécialisée de soins palliatifs, euh, je continuerai à dire assez longtemps que c'est une fausse bonne question, dans la mesure où, en fait, à partir du moment où parce que maintenant on parle quand même de soins palliatifs intégrés, hein, c'est quand même l'intrication entre soins palliatifs et soins curatifs, elle est admise, elle est pas forcément dans les pratiques de tous les professionnels, mais elle est quand même maintenant admise comme un gold standard de la pratique médicale en 2022. Donc, à partir du moment où un patient est en situation de maladie qui engage son pronostic vital, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, mais ça veut dire qu'il a une maladie potentiellement mortelle. C'est une maladie qui menace sa vie. Les soins palliatifs et les équipes spécialisées de soins palliatifs doivent être là à un moment donné de la prise en charge. La question du bon moment, elle est fausse parce qu'on on est en 2022. La collaboration avec des professionnels qui connaissent très bien le champ de la fin de vie. La question de la collaboration interdisciplinaire, parce que souvent, quand on appelle une équipe de soins palliatifs, on élargit les champs disciplinaires qui interviennent autour du patient. La question du processus décisionnel, elle est clairement, pour moi, c'est plus une option en 2022. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on doit travailler quand on est professionnel de santé. Et du coup, la question de retourner en tête sans cesse mais on ne savait pas quand vous appelez, on ne sait pas quand vous appelez, elle est fausse. À partir du moment où un diagnostic engage la vie d'un patient, l'équipe de soins palliatifs, elle ne doit pas être loin. Alors évidemment, il n'est pas question que on se mette à suivre, à voir, à participer au processus décisionnel pour toutes les situations palliatives. Mais dans toutes ces situations-là, l'équipe de soins palliatifs ne doit pas être vue comme un joker. En fait, c'est pas parce qu'ils interviennent que le patient meurt, en fait. Ça, c'est juste quand même un message important à faire passer. Oui, puis pour élargir par la suite, hein, une fois que la démarche palliative est engagée, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de services qui ne sont pas des services de soins palliatifs et qui font du soin palliatif parce qu'ils sont habitués à travailler avec des pathologies qui en relèvent et parce qu'ils sont habitués à travailler avec les équipes transversales. Et puis après, il y a la question des unités de soins palliatifs qui sont des services un petit peu plus spécialisées, on va dire ça comme ça, et qui sont encore peu nombreuses et qui ont encore peu de lits et qui peuvent accueillir des situations un petit peu plus complexes en termes de prise en charge d'une problématique symptomatique, en termes de prise en charge d'une problématique symptomatique au sein d'une situation parfois socio-familiale, psychosociale un peu plus difficile, ou alors simplement en termes de difficulté des équipes en amont à pouvoir travailler cette question-là du soin palliatif avec la famille, parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a beaucoup de peur, ou parce qu'il y a besoin d'un travail un petit peu plus en pluridisciplinarité, ce qui souvent est le cas hein, dans les unités de soins palliatifs qui sont plutôt bien dotées en soins de support, en personnel, en termes de ratio. Voilà, ça c'est la spécificité des unités d'hospitalisation conventionnelles en soins palliatifs.
et qui ne sont encore pas répandues, qui sont encore peu nombreuses, on va dire ça comme ça. Alors, pour terminer sur ce sujet, en fait, la question de pourquoi ne pas développer la culture en soins palliatifs sans besoin de professionnels spécialisés, si bien sûr, c'est ce à quoi s'acharnent depuis de nombreuses années les différents professionnels de soins palliatifs et personnes qui sont impliquées sur cette question-là, hein, les bénévoles, etc., le champ associatif, clairement, la culture au-delà des professionnels spécialisés, c'était et c'est toujours le cap de la politique française, et c'est encore écrit dans le dernier avis du CCNE à ce sujet. Mais on ne prend jamais la question sous l'angle des résistances, là où finalement c'est la question principale pour un développement optimal. C'est vrai, c'est bête à dire, mais c'est un vrai problème, hein, parce qu'en fait, il s'agit de discuter de la mort aussi, et ça reste quand même quelque chose d'extrêmement difficile, parce que ça touche aussi un tabou humain, sociétal, tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui, en tout cas, nous met tout le monde d'accord sur ce que ça peut soulever en termes de peur. Et ça rentre en compte dans ces discussions à n'importe quel niveau, hein, en termes de temporalité, en termes de personnes. Donc, ça reste des choses à dépasser, parce que c'est bête à dire, mais c'est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on est plus en danger ou menacé. Mesdames, un grand merci pour vos réponses, et puis un grand merci aussi à nos participants qui ont été nombreux à être connectés ce midi et qui ont posé de nombreuses questions. Merci Anaïs de l'avoir fait une sélection et de les avoir posées. Vous voyez à l'écran, on vous rappelle d'aller sur le site de l'Espace Éthique Bourgogne-Franche-Comté, où vous avez cette page fin de vie avec tout ce que j'ai pu vous présenter au départ et les différentes actions qu'on met en place. Et puis surtout, si vous n'avez pas eu le temps, parce que là il y a de nombreuses questions encore, mais on veut quand même respecter le temps, on s'est dit 1 heure, n'hésitez pas à poser vos questions si vous n'avez pas eu le temps de les poser pendant le webinaire sur cet onglet spécifique, un QR qu'on a mis en place sur notre site. On tentera d'y répondre dans les mois à venir. Enfin, assez rapidement, mais dans les mois à venir, puisque cette page a vocation à rester un petit moment. Encore un grand merci à vous toutes, et puis merci à nos participants. Et je vous redis, pensez à vous inscrire au prochain webinaire sur les directives anticipées qui aura lieu le 6 décembre prochain. Bonne journée à toutes et à tous.